santé. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Haïti commence à peine à découvrir l'étendue de la catastrophe. Il y aurait au moins 1600 morts et disparus. Les corps sont jetés dans des fosses communes. On craint les épidémies. Des dizaines de milliers de familles ont dû quitter leur maison. Elles n'ont rien à manger et à boire. Le calvaire des otages en Irak et une confirmation, le deuxième ingénieur américain détenu par le groupe Zarqawi a bien été égorgé. Les bourreaux menacent maintenant de tuer leurs prisonniers britanniques. Les États-Unis démentent toute intention de céder, même partiellement, aux exigences des ravisseurs. En France, pour la première fois, 2 femmes homosexuelles voient leur famille officiellement reconnue. La justice leur a accordé l'autorité parentale conjointe sur les 3 enfants qu'elles élèvent. Politique pour lui, c'est oui. Dans un texte très attendu, Lionel Jospin fait son entrée dans le débat sur la Constitution européenne et il prend, comme prévu, le contre-pied de Laurent Fabius. Le grand rendez-vous de Nicolas Sarkozy, il a présenté son premier budget, qui est aussi son dernier en tant que ministre des Finances. Priorité à la réduction du déficit, mais la dépense publique ne baisse pas. La gauche dénonce des cadeaux aux ménages les plus riches. Nicolas Sarkozy nous répondra, il est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Enfin, une journée sans voiture et sans enthousiasme aussi. L'initiative n'a plus la cote visiblement. Seule une 50aine de villes ont participé cette année contre une centaine il y a 2 ans. D'abord donc Haïti, au fil des heures et à mesure que l'eau se retire, on découvre que le désastre va bien au-delà de ce que l'on pensait. Les autorités avancent le chiffre de 1600 morts et disparus, mais ce chiffre pourrait bien être supérieur. Voici les dernières images, elles sont commentées par Florence Bouquilla. Ces gens ont échappé au pire, il leur reste maintenant à survivre. Pas de nourriture, pas d'eau potable et plus de toit. Ici, 400 maisons ont disparu d'un coup dans la tempête tropicale. Selon les autorités haïtiennes, 250 000 personnes sont aujourd'hui à la rue, à Gonaïves, la 3e ville du pays, mais aussi à Port-de-Paix, au nord-ouest d'Haïti. L'aide humanitaire d'urgence est arrivée. La France achemine 5 tonnes d'équipements, tentes, bâches, médicaments depuis la Martinique. De nombreux autres pays participent aussi. Aujourd'hui, nous n'allons pouvoir aider qu'une minorité des gens qui en ont besoin. Hier, nous en étions seulement à évaluer l'urgence. Mais pour les casques bleus, comme pour la Croix-Rouge, l'acheminement est difficile. À cause de l'eau et de la boue, les hélicoptères ne peuvent pas toujours atterrir. Il faut alors poursuivre en camion sur des routes qui n'existent plus. Les véhicules s'embourbent et pendant ce temps, les sinistrés assoiffés et affamés attendent. En mai dernier, déjà, de terribles inondations ont tué 2000 personnes en Haïti. Après le choc, la plus grande crainte du pays était le risque d'épidémie, à cause de l'eau souillée par les cadavres des hommes et des animaux. 3 mois plus tard, à nouveau, pour limiter les risques, les Haïtiens se voient contraints d'enterrer leurs morts sans même pouvoir les identifier dans des fosses communes. Oui, ce n'est pas tellement le vent qui est en cause, il ne soufflait qu'à 70 ou 90 km/h au moment du passage de la tempête, mais les pluies, un déluge qui a duré plusieurs heures et qui s'est concentré sur le nord-ouest du pays. Nos envoyés spéciaux, Christelle Bertrand et Gilles Jacquier, ont pu s'y rendre. Nous espérons recevoir leur reportage d'ici la fin de ce journal. On en vient aux otages en Irak et à la froide détermination, à la folie meurtrière du groupe Zarqawi. 24 heures après Eugene Armstrong, le 2e otage américain, Jack Hensley, a donc été assassiné. Nous le laissions entendre dès hier. Il était lui aussi ingénieur en bâtiment. Correspondance aux États-Unis, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Jack Hensley était parti à Bagdad, loin de sa famille, pour travailler tout simplement. Ingénieur en construction. Et c'est à Bagdad que sa vie s'est achevée, dans l'horreur, entre les mains de ses ravisseurs. Comme la veille pour le premier otage exécuté, c'est sur un site internet que le groupe d'Abou Moussab el-Zarqawi a annoncé avoir décapité Jack Hensley. Pas de vidéo macabre pour l'instant, mais son corps a été retrouvé aujourd'hui à Bagdad, enveloppé dans un sac plastique au bord d'une route. Dès hier soir, sa famille, ses amis qui avaient appris la nouvelle, se sont rassemblés pour se soutenir mutuellement. Pour se souvenir, disent-ils, d'un être innocent. J'ai perdu mon frère et ma famille ressentira cette immense douleur pendant des générations et des générations. Les petits-enfants qui ne sont pas encore nés l'apprendront et en seront dégoûtés. Le président Bush, lui, en rencontrant le Premier ministre irakien hier à New York, a réagi par la fermeté comme d'habitude. Nous ne laisserons pas ces voyous et ces terroristes décider de l'avenir de l'Irak, de notre avenir.
Une fermeté plus ou moins bien perçue dans les rues de Manhattan. Il faut faire quelque chose contre le terrorisme. Regardez ce qui s'est passé le 11 septembre. Il ne faut pas négocier avec les terroristes, mais les Américains n'auraient jamais dû aller en Irak. Les derniers sondages montrent une opinion américaine très divisée sur l'utilité d'une intervention en Irak pour lutter contre le terrorisme. Comment les quelques indécis réagiront politiquement aux annonces de ces exécutions? Personne n'est capable aujourd'hui de faire le moindre pronostic. Le groupe Zarqawi, vous le savez, réclame la libération des femmes irakiennes retenues dans 2 prisons placées sous le contrôle de la coalition. Les États-Unis affirment qu'il n'y en a pas, qu'ils ne détiennent que 2 femmes, mais dans d'autres lieux. Saleh Merdi Hamash, surnommée Madame Anthrax, et Rihab Taha, surnommée elle Madame Microbe. Il s'agit de 2 biologistes qui travaillaient au développement de programmes d'armement sous le régime de Saddam Hussein. Et pour les Américains, il n'est pas question de les libérer dans l'immédiat, contrairement à ce qui avait été annoncé. D'où l'inquiétude très vive en Grande-Bretagne sur le sort du 3e otage que le groupe Zarqawi menace de tuer à son tour. Un homme de 62 ans, ingénieur lui aussi à Londres. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Derrière les rideaux fermés de leur maison de Liverpool, la famille de Ken Bigley a passé une nouvelle journée d'attente et d'angoisse. Alors que tous les médias du pays ne parlent pratiquement que de cette affaire, un des frères de l'otage britannique lançait un appel sur la chaîne de télévision Al Arabiya. Lueur d'espoir, dans la matinée, l'annonce d'une possible remise en liberté conditionnelle de Rihab Taha, une des 2 femmes dont les ravisseurs demandaient la libération. C'est un pas dans la bonne direction, c'est positif. Ce n'est qu'un peu d'espoir, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Un espoir, mais très vite refroidi par la plupart des experts. Les actions de ces islamistes n'ont pas forcément un but politique. Et il me semble que le problème des femmes prisonnières n'est qu'un prétexte à ces actes d'une extrême violence. Impression partagée par la majorité des Britanniques qui oscillent entre émotion et fatalisme. Je crois qu'il n'a pas beaucoup de chance. Non, malheureusement, ce n'est pas uniquement parce qu'il est anglais qu'ils vont le laisser vivre. Non, je crois qu'il va mourir. Tony Blair ne peut pas accepter les conditions des terroristes, sinon tout le monde ferait pareil. En attendant, à Liverpool, des centaines de personnes prient pour la vie de l'otage anglais. Il y a un peu plus d'1 heure, 2 membres de la famille de Kenneth Bigley ont quitté leur domicile accompagnés par des policiers. Ça n'est évidemment pas une bonne nouvelle, d'autant que le ministre des Affaires étrangères, Jack Straw, a reconnu lui-même qu'il y avait peu d'espoir. Alors depuis plusieurs semaines, on l'a dit, les Occidentaux se font de plus en plus rares à Bagdad, mais la barbarie de ces assassinats a encore fait monter la pression. Nos envoyés spéciaux Thierry Curtet et Abdel Zouyesh ont rencontré ces quelques irréductibles des volontaires italiens qui travaillent pour la Croix-Rouge et qui restent à Bagdad. Regardez leur reportage. 3e et ultime barrage. Même les malades ou blessés ont été fouillés. Dans ce service de la cité médicale, le Croissant Rouge et la Croix-Rouge italienne travaillent encore côte à côte. Au 6e étage, 80 Irakiens et 24 Italiens sauvent tous les jours des enfants gravement brûlés. La secrétaire médicale est une prof d'italien venue de Milan il y a 1 mois. C'est une jeune fille de 3 ans. Elle a été brûlée pour les 60% de son corps. Et elle a été opérée de plastique. Maintenant, elle est bien. La chirurgie plastique a permis de reconstituer le visage. Blessée au cours d'une fusillade, elle brandit en guise de hochet le portrait de Moqtada Sadr, le chef de guerre chiite de son quartier. Autour de nous, nous parlons beaucoup des soins que ces étrangers nous apportent ici à l'hôpital italien. Que Dieu les protège. Des tirs résonnent jusque dans la chambre de la petite brûlée. Sur l'autre rive du fleuve, les blindés américains ouvrent le feu dans la ville. Dans les couloirs même de l'hôpital, nous croisons plusieurs gardes armés. Mais cette ambiance ne semble pas trop peser sur les épaules de Lydia. Maintenant, je vais montrer ma chambre. Une chambre de malade qu'elle partage à 4. En fait, elle ne sort jamais du bâtiment. Je suis une volontaire de la Croix-Rouge. Et c'est normal participer aux missions de la Croix-Rouge. Et quand vous avez décidé de venir, vous saviez que c'était une situation dangereuse? Oui. Et ça vous a pas effrayé?
Le nom est bien timide. Neutralité de la Croix-Rouge oblige, elle ne veut pas évoquer le sort de ses deux compatriotes otages. Abordez le sujet et vous créez le malaise. Alors pour ne pas trop gamberger, la prof d'italien retourne soigner les enfants irakiens. Malgré ces conditions de vie, ces volontaires de la Croix-Rouge ne nous ont parlé à aucun moment de partir. Ils sont parmi les derniers étrangers vivant encore à Bagdad. Oui, on apprend que les derniers humanitaires allemands, eux, ont quitté l'Irak aujourd'hui. Parallèlement aux enlèvements, les attentats se poursuivent. Une voiture piégée a fait 7 morts aujourd'hui à Bagdad, tandis que les combats, vous le voyez, font rage en pleine rue dans le quartier chiite de Sadr City, où l'armée américaine a lancé plusieurs raids. Quant à nos confrères, Christian Chesneau et Georges Malbruno, ils sont retenus en otage depuis maintenant 34 jours avec leur chauffeur syrien. Un mot de la situation au Proche-Orient. Un attentat suicide a coûté la vie à 2 Israéliens plus la kamikaze cet après-midi à Jérusalem-Est. Attentat revendiqué par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Attentat condamné par l'autorité palestinienne. Ariel Sharon, lui, voit une nouvelle justification de la construction de la barrière de sécurité en Cisjordanie. Il a aussi renouvelé ses menaces implicites, à peine implicites, contre Yasser Arafat. On revient maintenant à la situation en Haïti. Je vous le disais, notre équipe a pu gagner la ville des Gonaïves, coupée du monde depuis 2 jours. C'est là que sont recensées la plupart des victimes. Reportage Christelle Bertrand, Gilles Jacquier, avec le commentaire d'Olivier Caroff. C'est une ville meurtrie, défigurée par les pluies torrentielles. Presque 12 heures sous le déluge, les toits des maisons encore debout soutiennent des vies sauvées des eaux in extremis. « J'ai faim, venez nous aider », crie cet homme. Mais l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Impossible de contenter tout le monde, la ville est privée d'électricité depuis 4 jours. La rue est une vaste poubelle où s'entassent gravats, meubles et cadavres d'animaux. La cathédrale, dernier refuge des plus démunis. Ils n'ont rien mangé depuis plusieurs jours. Le peu d'eau disponible est laissé aux plus petits. Cette femme explique qu'elle est ici depuis 5 jours. Sa maison a été écrasée, mais ses enfants sont sains et saufs, heureusement. Cette petite fille blessée a besoin de soins. Ses plaies s'infectent, mais rien n'est encore arrivé jusqu'à elle. Pour l'instant, le nombre de victimes est impossible à déterminer. L'hôpital, ou ce qu'il en reste, est transformé en morgue. Allez-y avec Charles. Vous allez prendre, hein? Des douzaines de corps s'empilent, mais pour les enterrer, il faut savoir qui ils sont. Au Croix-Rouge, on a beaucoup de gens qui nous appellent maintenant de la France, des États-Unis, du Canada, des Haïtiens qui sont à l'étranger, qui demandent qu'est-ce qui se passe avec leurs parents. Et on ne peut pas les enterrer sans les reconnaître, parce que autrement on aurait trop de disparus. Après le choc, la colère monte. Excédés, les Haïtiens commencent à se battre pour la nourriture, à tel point que les casques bleus argentins se sont déployés dans la ville pour qu'elle ne sombre pas complètement dans le chaos. En France, d'abord cette information qui concerne la maison de retraite où des mauvais traitements ont été signalés dans le Nord, à Arras. Eh bien, on apprend qu'ils ont entraîné, ces mauvais traitements, la mort d'une pensionnaire poussée, semble-t-il, dans les escaliers. L'aide-soignante a été mise en examen et écrouée ce soir. Aurélia Guillemin. Elles ont tout avoué. Les coups, les insultes, l'absence totale de soins envers une dizaine de personnes âgées. Mais l'aide-soignante et l'infirmière sont allées plus loin. En garde à vue cet après-midi, elles s'accusent de la mort directe d'une de leurs patientes. Nous avons découvert au cours de la garde à vue que une des patientes de la maison de cure avait été projetée par terre et que, par l'une des soignantes, et qu'elle était décédée, ce qui est absolument concernant. Une chute d'une dame de 90 ans passée pour accidentelle le 6 septembre dernier. Aujourd'hui, la médecin-chef du service a aussi dû s'en expliquer en garde à vue. Au centre Pierre Brunet d'Arras, c'est un patient tétraplégique qui avait donné l'alerte, se plaignant de mauvais traitements répétés. L'infirmière et l'aide-soignante devraient être mises en examen pour violence aggravée et volontaire ayant entraîné la mort. Elles pourraient être placées en détention. C'est une première en France, je vous le disais, un tribunal a reconnu officiellement l'existence d'une famille homosexuelle. Il s'agit de 2 femmes, l'une d'entre elles a eu 3 enfants par insémination, l'autre a été reconnue mère adoptive et le tribunal a partagé entre elles deux l'autorité parentale. Anne Guéry, Patrick Desmully.
C'est désormais au regard de la loi une famille comme les autres. Sauf que ces 3 petites filles ont pour parents 2 mamans. 2 femmes qui pendant 10 ans n'avaient pas les mêmes droits l'une que l'autre. Seule Marie-Laure était reconnue par la loi. C'est elle qui a porté leurs 3 filles conçues par insémination artificielle. C'est elle qui était le parent légal. Cet été, Clara a obtenu l'autorité parentale conjointe. Autrement dit, elle est aujourd'hui un parent à part entière. Aujourd'hui, nous sommes toutes les 2 mères légalement de nos enfants et nous avons toutes les 2 l'autorité parentale. Et puis pour les enfants, c'est extrêmement important aussi que leurs parents soient reconnus légalement. Ils se sentent, ils se sentent comme tous les autres enfants. Pour en arriver là, il a fallu 4 ans de procédure. Clara a dû dans un premier temps adopter les 3 enfants et ensuite demander cette autorité parentale conjointe. Elle a obtenu gain de cause 2 fois, exceptionnelle en France où la famille homoparentale n'est pas encore reconnue. Elle constitue la première famille composée de 2 femmes avec des enfants qui ont 2 parents de même sexe et 2 parents de même sexe qui exercent ensemble l'autorité parentale. C'est effectivement exactement comme une famille hétérosexuelle qui aurait des enfants. Cette décision fera-t-elle jurisprudence? Pas si sûr, disent les associations, car aujourd'hui, les magistrats jugent au cas par cas. Carla et Marie-Laure ont dû prouver à la justice avec témoignages à l'appui qu'elles étaient de bonnes mères, des parents équilibrés. Oui, il faudra donc attendre les prochains jugements et d'ici là, n'en doutons pas, la question sera certainement à nouveau débattue. Le voile en France est une question, jusqu'où peut-on aller dans l'interdiction? Pour l'école et la fonction publique, les consignes, vous le savez, sont claires. Mais voilà qu'une auto-école a décidé de fermer la porte à une candidate au permis de conduire parce qu'elle se présentait voilée officiellement pour des raisons de sécurité à Compiègne. Éléonore Gay. Porter le voile ou conduire? Leïla a cru qu'elle allait devoir choisir. À l'occasion d'une leçon à l'auto-école, voilà ce que lui aurait dit sa monitrice. Un jour, je suis venue donc à mon heure normalement. Et elle m'a dit qu'à partir de maintenant, le foulard était interdit par l'inspecteur. En fait, c'est plus compliqué. Ce n'est pas la loi sur les signes religieux qui s'applique ici, mais le code de la route. Il oblige les conducteurs à préserver au maximum leur champ de vision pour des raisons de sécurité. Je leur demande de le tirer un peu plus vers l'arrière. Donc à ce moment-là, moi je vois les yeux et je vois s'il tourne la tête ou pas. Bon, autrement, ça ne me dérange pas. Une seule obligation légale, au moment de passer l'examen, l'inspecteur doit pouvoir vérifier l'identité du candidat. Il peut alors demander à une jeune femme de retirer son foulard. Politique dans un parti socialiste divisé, son intervention était attendue. Lionel Jospin, figure tutélaire du PS, se prononce donc pour le oui à la Constitution européenne. Il le fait dans une tribune publiée par le Nouvel Observateur. L'ancien Premier ministre estime que le traité est un compromis acceptable et il répond implicitement aux arguments de Laurent Fabius. Alexandre Carra, Thierry Breton. Certains retraités ne décrochent jamais vraiment. C'est le cas de Lionel Jospin qui, au fil des mois, multiplie ses interventions. Cette fois, c'est au Nouvel Observateur que l'ancien Premier ministre livre sa sentence européenne. Il s'agit d'un oui sans ambiguïté à la Constitution. Pour lui, même imparfait, le traité est un compromis acceptable. Puis sans jamais le citer, il prend le contre-pied des arguments de Laurent Fabius en faveur du non. Pour Lionel Jospin, dire non au traité n'est pas la meilleure façon de dire non à Jacques Chirac. Il ajoute que croire qu'une crise européenne serait salutaire est chimérique. Ce plaidoyer pour le oui survient alors que les socialistes se déchirent autour de la Constitution européenne. D'un côté, les partisans du oui autour de François Hollande, comme Dominique Strauss-Kahn, Bertrand Delanoë, Jack Lang ou Martine Aubry. De l'autre, le non, largement renforcé par le choix de Laurent Fabius, avec lui les minoritaires du PS, Henri Emmanuelli ou Arnaud Montebourg, et même le très jospinien Manuel Valls. Chez les socialistes, les inconditionnels apprécient. Tant mieux s'il éclaire un peu le débat, avec une certaine hauteur de vue. En revanche, pour le camp opposé, il s'agit d'un non-événement. Les opinions sont très bienvenues, c'est intéressant. Cette prise de position de Lionel Jospin représente une bouffée d'oxygène pour le camp du oui et pour François Hollande. Mais au PS, il reste encore 2 mois de débat avant le vote des militants pour un résultat encore bien incertain. Autre rendez-vous très attendu aujourd'hui, celui de Nicolas Sarkozy qui présentait le budget 2005. Le premier et le dernier, je vous le disais, en tant que ministre des Finances de Jean-Pierre Raffarin, puisqu'il quittera bientôt, vous le savez, le ministère pour la présidence de l'UMP, sauf surprise. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nicolas Sarkozy. D'abord,
le projet, votre projet, dans ses grandes lignes. Un budget est toujours un acte politique. Celui-ci est marqué par une priorité, la réduction du déficit. Arnaud Boutet, Philippe Luzzi. À Bercy, les déménageurs ouvrent le bal. Dans les cartons, il y a les dossiers de presse, des centaines de CD-ROM à distribuer aux journalistes conviés pour l'événement. Avant l'exposé, le buffet. Nicolas Sarkozy soigne ses invités et assure son entrée. 3 minutes. Début de la conférence de presse en 3 minutes. 14 h, les flashs crépitent, le voilà entouré de ses conseillers. À 2 mois de son départ du ministère, Nicolas Sarkozy fait salle comble. Une fois de plus, sa femme est là, elle compte les pupitres et ne boude pas son plaisir. Vu la capacité de la salle, à vue de nez, ça doit faire 300 journalistes. Ouais, donc ça veut dire que mon mari intéresse? Donc ça vous plaît forcément. Qu'il intéresse? Oui, ça c'est sûr. Le projet de loi de finances pour 2005 fixe une grande priorité, la réduction du déficit. 44,9 milliards d'euros, cela correspond à 10 milliards de moins par rapport à 2004 et un retour du déficit dans les limites fixées par Bruxelles. Certains ministères devront se serrer la ceinture. Budget en baisse pour l'agriculture, l'écologie, la jeunesse et les sports. Budget en hausse pour les affaires étrangères, la recherche, la justice, la culture, la défense, l'intérieur et l'éducation. Pour les ménages, le gouvernement aligne les avantages du PAX sur ceux du mariage. Pour les entreprises, il s'attaque aux délocalisations avec des avantages fiscaux. Je voulais pas vous ennuyer, c'est que 2 heures. C'est lourd, hein. Il y a quand même beaucoup de choses dans le budget. Nicolas Sarkozy veut plaire à tout le monde, aux ménages, aux entreprises. Cela pourrait s'appeler un budget très politique. Alors un mot d'abord sur l'architecture. On a compris que la priorité, c'était le déficit. Mais tout de même, en période de croissance, les prélèvements globalement ne baissent pas, ils montent même légèrement, même si l'impôt lui-même, lui, reste stable. Et il n'y a pas de baisse des dépenses publiques, ce qui était tout de même affiché comme l'une de vos priorités. Alors est-ce que c'est le volontarisme à ses limites ou c'est... Non, si vous me permettez, ce n'est pas exact. Premier élément, il n'y a pas une hausse d'impôt dans ce budget. Des prélèvements? Pas de hausse d'impôt dans ce budget. Il y a la question de la sécurité sociale, je suis tout à fait prêt à y répondre. Dans ce budget, il n'y a pas une seule hausse d'impôt. Parce qu'il faut expliquer à ceux qui nous regardent que c'est la hausse de la CSG qui fait monter globalement les prélèvements. Je présente le budget de la France, on peut parler des comptes publics de la France. Dans ce budget, il n'y a pas une hausse d'impôt. Deuxièmement, vous me dites, les dépenses ne reculent pas. Si vous me permettez, ce n'est pas tout à fait exact. Car il y a 10 000 personnes qui partent à la retraite et qui ne seront pas remplacées. Jamais, jamais, il n'y a eu un tel effort de non-remplacement d'emplois civils. Les salaires et les retraites, c'est 40% du budget de la nation. Avec 10 000 départs à la retraite non remplacés, comment peut-on dire que les dépenses ne baissent pas? Elles augmenteront de 1,8%, ce sera l'inflation qui est prévue. Ça veut dire qu'en volume, elles ne baissent pas. Ça veut dire augmentation zéro en volume, mais il y a un effort considérable sur les effectifs. Enfin, troisième élément, et c'est me semble-t-il très important, nous avons 1 000 milliards d'euros de dette. Le deuxième budget de la nation, ce sont les intérêts de la dette, 40 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez que mon devoir, c'était pas d'amorcer enfin la réduction des déficits? Dans l'histoire budgétaire de la France, jamais le déficit d'une année sur l'autre n'avait été autant réduit, c'est 10 milliards d'euros de déficit en moins. Pourquoi je fais ça? Pas pour une théorie, pas par vertu budgétaire, parce que c'est du bon sens. J'avais dit aux Français, je serai le gardien du fruit de votre travail. Et on n'a pas le droit d'anticiper à ce point sur l'avenir. Il faut gérer, en bon père de famille, le budget de la France, c'est ce que nous avons fait. Alors on rentre un peu dans le détail avec notamment des mesures qui concernent la vie quotidienne et les réactions aussi à l'UDF et au Parti Socialiste où on dénonce des cadeaux faits aux ménages les plus aisés. Martin Gouès, Alexandre Cara. Première mesure phare pour les ménages, les emplois à domicile. La réduction d'impôt pour une aide était de 5 000 €, elle passe à 7 500. Une mesure qui devrait concerner moins de 70 000 personnes. Le Parti Socialiste dénonce une injustice fiscale. Moi, je vais payer 902 € alors que j'ai 53 000 € de revenus avec mon épouse. Je vais payer 900 €. Ma collaboratrice qui a 32 000 € de revenus, qui a une enfant en charge alors que moi je n'en ai plus, va payer, elle, 5 566 €.
Mais je voudrais quand même que les Français prennent conscience de ce qu'est une politique de classe. Dans le cadre des successions, une franchise de 100 000 € sera appliquée. La plupart des patrimoines transmis sont inférieurs à 55 000 €. Moins d'un héritage sur deux sera donc concerné. Pour l'UDF, il y a des choses à revoir dans ce budget. Il y a manifestement, côté social, une faiblesse dans ce budget. Et c'est là-dessus que l'UDF va faire des propositions. Et je souhaite donc que Nicolas Sarkozy les entende. Pour ceux qui veulent devenir propriétaires de leur logement, le prêt à taux zéro est supprimé. Il est remplacé par un crédit d'impôt sur 7 ans. 200 000 personnes sont concernées. La prime pour l'emploi, elle est revalorisée, plus 4%, une mesure qui intéresse plus de 8 millions de personnes. Enfin, le gouvernement ne baisse pas l'impôt sur le revenu cette année. Alors, Nicolas Sarkozy, on l'a vu, sur les emplois à domicile, 70 000 ménages concernés. Sur l'héritage, par exemple, ça ne concerne pas la majorité des ménages, mais plutôt les plus aisés. Il vaut mieux, sinon être riche, du moins être dans la moyenne supérieure pour profiter de ce budget, d'après ces chiffres. C'est faux. Moi, je comprends très bien qu'on pose des questions. Je veux dire, je ne me laisserai pas impressionner, pas plus au ministère des Finances qu'au ministère de l'Intérieur, par les idées reçues. Ce budget est juste, et je vais vous en donner une preuve. C'est grâce à ce budget qu'on va pouvoir augmenter le SMIC de 5,4%, parce qu'on paye et on finance les allègements de charges. On prévoit 4% d'augmentation pour la prime pour l'emploi. 8 200 000 personnes. L'inflation est de 1,8. On augmente la prime de l'emploi pour du double. Si ce n'est pas une politique sociale, qu'est-ce qu'une politique sociale? Je crois que ça fait 1,5 € ou 2 € par ménage par mois. Ça fait 600 € de plus à l'année, et quand on gagne peu, 600 €, il vaut mieux qu'on vous les donne en plus qu'on vous les retire. Sur les emplois familiaux, alors rentrons de plein pied dans le débat. Nous sommes un pays où il y a 2 800 000 chômeurs. Et au lieu de regarder les employeurs, regardons un peu ceux qui n'ont pas de formation, qui vont profiter de ces emplois, qui sont souvent employés au noir, parce que les gens ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer pourquoi? Parce que les charges sont écrasantes et les familles n'ont pas les moyens de faire. J'ajoute que M. Emmanuelli, on le sait, est d'autant plus de mauvaise foi que cette idée est une idée de la gauche. Alors quand ils sont au pouvoir, c'est bien de faire ça, et quand c'est nous, c'est mal. Voilà, mais c'est le plafond de la réduction d'impôt qui a été augmenté. Eh bien, qu'est-ce qu'on va permettre? Votre famille, vous employez une personne pour garder les enfants ou une personne âgée, ce que vous voulez. Eh bien, on va vous autoriser à déduire de vos impôts le montant des charges sur le SMIC que vous allez verser. En quoi est-ce anormal? Est-ce que France Télévisions paye des impôts sur le salaire qu'il vous verse? Pourquoi mieux traiter les sociétés que les familles? C'est une mesure pour l'emploi. Il y a 1 600 000 emplois de ce type. Ça va créer des milliers d'emplois et c'est dont le pays a besoin. Un mot sur les successions. Ah, ça, c'est extraordinaire. Oui, je revendique l'idée qui est simple. Vous travaillez toute votre vie. Vous laissez à vos enfants 100 000 €. Vous avez payé... C'est déjà une grosse somme. Absolument pas. Le fruit d'une vie de travail? La majorité des Français ne l'ont pas à la fin de la vie professionnelle. Absolument pas, c'est inexact. C'est le patrimoine moyen des Français. 100 000 € après une vie de travail. Vous avez payé l'impôt. Vous ne l'avez volé à personne. Et au nom de quoi cet argent sur lequel vous avez payé d'impôt, l'État devrait se servir alors que vous voulez le laisser à vos enfants? Si je le fais, M. Pujadas, ce n'est pas pour des raisons de fiscalité, c'est pour des raisons familiales. Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? C'est de laisser à ses enfants le produit d'une vie de travail en se disant peut-être qu'ils connaîtront moins de difficultés que moi. Est-ce qu'on considère qu'après une vie de travail, 100 000 € de patrimoine, c'est trop? Si c'est ça les riches, alors on n'a pas la même conception des riches. Puis je veux dire autre chose. Il faut arrêter de culpabiliser maintenant les gens qui travaillent dur, qui payent l'impôt, et c'est grâce à leur impôt qu'on peut payer des allocations sociales. Il faut au contraire récompenser le travail et l'encourager. En devenant ministre des Finances, j'avais dit aux Français que ça serait le cœur de ma politique économique. Le travail, l'effort, le mérite, la récompense. Mais enfin cet argent, ils ne l'ont pas volé. Mais alors pourquoi les impôts n'ont pas baissé encore cette année pour respecter la promesse que Jacques Chirac avait faite en 2002? Pour une raison très simple et que je vais vous expliquer. L'impôt sur le revenu, depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités du gouvernement, a baissé de 10%. Et j'ai considéré en conscience qu'alors que nous présentons en France depuis 23 ans un budget en déficit, il fallait d'abord rembourser nos dettes avant de baisser les impôts sur le revenu. Voilà ce que j'ai choisi. J'assume ce choix, parce que c'est le choix du sérieux et de la raison. D'ailleurs, l'Europe ne s'y est pas trompée, qui a considéré qu'on présentait un budget sérieux. Qui peut croire
qu'en continuant à dépenser un argent qu'on n'a pas, on prépare l'avenir des Français. Un dernier mot de politique, Nicolas Sarkozy. Vous êtes, et vous vous définissez comme un homme d'action, vous choisissez entre les deux de quitter le ministère des Finances pour prendre la présidence d'un parti, l'UMP. La vie des partis, c'est important, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas là le choix entre l'action et, j'allais dire, la politique, peut-être la politique politicienne? Bon, vous jugerez la façon dont j'exercerai mes responsabilités si je suis élu. Je veux dire une chose très simple. Qu'est-ce qui me préoccupe? Il y a un Français sur deux qui vote pas, ou qui vote plus. Et pourquoi il vote plus? Parce qu'il pense que les hommes politiques n'ont plus de prise sur les événements et qu'on se ressemble tous. Il faut rénover profondément la vie politique française. Et je suis arrivé à une conclusion, c'est qu'on ne peut pas changer les choses tout seul. Il faut promouvoir de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et de nouvelles équipes. Alors n'en doutez pas une minute, à la tête de l'UMP, j'agirai à ma façon pour donner une nouvelle cohérence à nos idées, pour promouvoir de nouvelles équipes et pour changer la façon dont on va conduire la vie politique en France. Vous savez, on n'agit pas simplement en étant ministre. Encore un mot sur l'actualité du jour. Je ne vais pas vous parler de Jacques Chirac, mais de Lionel Jospin. Et il vient de publier une tribune pour le oui dans le Nouvel Observateur. Vous saluez cette démarche? Oui, tout à fait. Pourquoi je salue cette démarche? Parce que Laurent Fabius a fait une erreur. On ne change pas les choses de l'extérieur. Regardez, on a pu faire évoluer le pacte de stabilité en Europe. Parce que nous, la France, on a respecté les règles du pacte de stabilité. Laurent Fabius dit, je refuse l'Europe et je demande aux 24 autres pays de changer. Il n'y a aucune chance de réussir comme cela. Et c'est heureux qu'un homme d'expérience comme Lionel Jospin participe à ce combat qui consiste à convaincre les Français que nous avons besoin de l'Europe et que pour faire évoluer l'Europe, il faut être à l'intérieur de l'Europe et non pas à l'extérieur de l'Europe. Le combat que je mène contre les délocalisations, je peux le mener parce que je suis reconnu comme un Européen. Et je peux convaincre mes collègues ministres des Finances pour une raison simple, c'est que je participe aux réunions, c'est que je fais avancer les choses. Dire non, c'est provoquer les conditions d'une crise dont ni l'Europe ni la France ne pourraient se remettre. Merci Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à nos questions. On enchaîne avec la journée sans voiture, une initiative qui apparemment s'essouffle. Une cinquantaine de villes seulement y participaient cette année, contre le double il y a 2 ans. Explication entre autres, pour beaucoup de communes, cette journée a servi de prise de conscience, mais il faut privilégier maintenant des actions durables pour réduire la présence des voitures. Exemple, la gratuité des transports publics. Une ville s'est lancée dans l'aventure, Châteauroux. Reportage Stéphanie Davoigneau, Frédéric Faure. Le matin, l'endroit le plus couru de Châteauroux, c'est le bus. Tout est gratuit, donc on en profite, quoi. Depuis 3 ans, sur toute l'agglomération, plus besoin d'acheter de tickets. Conséquence, le nombre de voyages a doublé. Et pourtant, les impôts locaux n'ont pas augmenté. Le maire a préféré taxer les entreprises. Aujourd'hui, tout le monde profite de cette mesure, à commencer par le 3e âge. Avant, vous restiez plus souvent chez vous? Oui. Le moral est meilleur. Parce qu'on sort, on change, c'est pas pareil. Moi, j'aime bien le bus. Pour autant, à Châteauroux, il est hors de question d'interdire la voiture. Bien au contraire. L'essentiel, c'est que la ville bouge. Il faut être franc, ça n'a pas été une idée ou une motivation écologiste. C'est le souhait d'avoir des Castelroussins qui bougent dans une ville qui bouge. Alors qui bouge à pied, à cheval, en voiture, en vélo ou par le car, tout ça c'est très bien. Seul bémol, depuis que les bus sont gratuits, les dégradations se multiplient. C'est gratuit, donc il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur, je veux dire. Pour respect du conducteur. Du conducteur, je vous dis, et du matériel aussi. Mais Châteauroux n'a pas l'intention de revenir en arrière. La ville espère servir d'exemple à d'autres agglomérations françaises. L'accord à la SNCM suite. Hier, un comité interministériel, on en parlait, estimait qu'il n'avait rien de discriminatoire, cet accord. Eh bien, cela n'a pas calmé les syndicats. Les marins de la société viennent de voter une grève à effet immédiat. Ils dénoncent, eux, une corcisation des emplois. Une nouvelle réunion doit avoir lieu demain. L'éducation est ce chiffre donné par le ministère qui fait réagir beaucoup de monde. 5% des élèves des collèges et des lycées sont chroniquement absents. Il ne s'agit pas de sécher un cours ou deux, mais presque de déscolarisation. Nabila Tabouri, Virginie Travers. En face du lycée, le café.
À l'intérieur du café, bien au fond pour ne surtout pas être repéré, c'est là qu'on trouve en général ce qui sèche. Delphine, par exemple, depuis la rentrée, elle a déjà fait l'impasse sur 6 heures de cours, dont une ce matin. Vu que je redouble, je me permets sur certains cours où j'ai déjà mes cours de l'année dernière et où je connais le programme de ne pas y aller, quoi. Et vos parents? Ils surveillent assez, ils savent pas tout. En général, on n'a pas bonne conscience parce qu'on sait qu'on va devoir, au niveau du travail, rattraper, mais aussi se justifier. Pour la première fois, une enquête chiffre l'absentéisme scolaire. Il concerne 5% des collégiens et des lycéens, soit 275 000 élèves qui optent pour l'école buissonnière au moins 4 demi-journées par mois. On a des élèves en collège qui s'absentent et c'est souvent le signe d'un mal-vivre ou d'un décrochage scolaire. Et puis on a un autre type d'absentéisme aujourd'hui en lycée, et notamment en lycée professionnel, lycée technique, qui est lié plus aux conditions de vie des élèves qui très souvent, voire trop souvent, sont obligés d'effectuer un petit boulot qui devient parfois très envahissant dans leur vie scolaire. Pour combattre l'absentéisme, certains établissements utilisent la technologie et préviennent les parents par SMS, des parents qui risquent jusqu'à 750 € d'amende. La santé, le nombre d'enfants qui naissent handicapés est en augmentation. L'INSERM vient de rendre une étude sur le sujet. Cette hausse serait imputable notamment à la croissance des naissances prématurées. Laurence Decherf, Sophie Rodier. Elle est née il y a tout juste 4 jours. Il y a 20 ans, un bébé si petit n'aurait pas survécu. 750 grammes, c'est un très petit poids de naissance, bien sûr. Et c'est un prématuré à haut risque. Grâce aux prouesses de la médecine, les bébés meurent de moins en moins à la naissance. En revanche, le nombre d'enfants handicapés, lui, a tendance à augmenter. La prise en charge de plus en plus de grands prématurés, c'est-à-dire d'enfants naissant avant 27 semaines, 26 semaines, conduit à des difficultés de plus en plus importantes. Et malgré toutes les technologies, il y a là-dedans un certain nombre d'enfants qui vont sortir avec des séquelles. Plus de traitements pour aider à la procréation, plus de naissances multiples, plus de grossesses au-delà de 40 ans accentuent les risques de prématurité et donc de handicap. Il y a un enfant sur 1000, par exemple, qui va développer une déficience motrice. Chez les enfants prématurés, ça sera 1%. Chez les enfants grands prématurés, ça sera 10%. Donc plus il y a d'enfants prématurés, plus il y a d'enfants grands prématurés, plus bien entendu, au bout du compte, on aura des enfants handicapés. 50% des handicaps concernent les bébés nés bien avant terme. 10% sont dus à un manque d'oxygène à la naissance, 40% sont liés à d'autres facteurs, comme l'alcool. Voilà pourquoi les chercheurs de l'INSERM appellent les professions de santé à la plus grande vigilance. L'ouverture dans 2 jours du salon de l'automobile. On parle beaucoup des innovations techniques, du respect de l'environnement, mais la ligne des voitures et le design d'une manière générale restent des arguments de vente. Tendance de ce cru 2004 à l'intérieur comme à l'extérieur des modèles. Le plastique et le tissu cèdent la place à des matériaux dits nobles, les chromes ou le cuir par exemple. Luc Bazizin, Régis Maté. Ces 2 voitures ont 2 points communs. Leur nom, C4, leur marque, Citroën. Celle-ci date de 1932. Celle-là sera présentée demain au Mondial de l'Auto. Quelle que soit l'époque, l'esthétique d'une voiture reste le premier argument de vente. Les courbes ou les lignes brisées doivent se rencontrer pour former un mélange harmonieux. Ce qui est le plus important, c'est la forme générale de la voiture, son équilibre, c'est-à-dire ce qu'on décode de loin après 200 mètres. Les détails, que ce soit les phares, que ce soit le logo, ne sont là que pour souligner cette forme générale et l'expression de la voiture. Et si la nouvelle Citroën semble avoir été dessinée autour de son logo, ce n'est pas la seule. Voici 3 diamants, traduction littérale de Mitsubishi. Le constructeur japonais multiplie ses modèles en toute taille et fait systématiquement briller son blason pour attirer encore plus l'œil. C'est le logo qui est la carte d'identité d'un véhicule. Aujourd'hui, le nouveau calandre est construit autour des 3 diamants. On peut presque dire que les 3 diamants sont posés comme un bijou sur un support. Le plastique a vécu, le chrome fait sa réapparition. La calandre généreuse de la nouvelle Chrysler 300C offre un petit voyage vers le passé. La nostalgie ne fait pas vendre directement, mais la nostalgie, ça marche à tous les coups parce que ça crée de l'émotion. Et dès que vous avez créé de l'émotion entre un acheteur potentiel et une auto, vous avez déjà fait une bonne part du travail. Reste à convaincre le public. Dernier préparatif avant l'ouverture du salon, les vedettes à 4 roues ne dévoileront totalement leur ligne que demain.
L'environnement avec le feuilleton des loups et cette manifestation d'éleveurs en Savoie. Ils étaient entre 5 et 700 à Chambéry avec des vaches et des moutons. Ils réclament le retrait des loups des zones d'élevage et la prise en charge des indemnisations par le ministère de l'Environnement en cas de perte dans les troupeaux. L'influence des changements climatiques sur les forêts. Les essences s'adaptent et surtout elles migrent. D'après une prévision réalisée par l'INRA, l'Institut de recherche agronomique, on trouvera des oliviers à Lyon ou des pins en Normandie demain ou après-demain. Florence Mavic, Frédéric Faure. Il était une fois dans une forêt bretonne un hêtre. Depuis des siècles, il trouvait ici un climat idéal et de l'eau en abondance. Et puis un jour, les chercheurs du laboratoire de l'INRA se sont penchés sur son cas et là, surprise. Dans un contexte de changement climatique avec augmentation des températures de plus de degrés sur quasiment l'ensemble du territoire et puis une diminution des précipitations estivales, on va faire apparaître des zones où les quantités d'eau ne sont plus suffisantes pour subvenir aux besoins du hêtre. Poussé par la soif, le hêtre, ici en bleu marine, va devoir se replier vers le nord-est et les montagnes, des zones plus fraîches. Une migration guidée à la fois par l'homme et par les vents. En fait, c'est toute la forêt française qui risque d'être tourneboulée par le réchauffement climatique. Les hêtraies de Normandie pourraient céder la place à des pinèdes venues d'Aquitaine et le méridional chêne vert coloniserait le bassin parisien. Les chercheurs de l'INRA ont ainsi dressé une possible cartographie des essences en France. Un futur paysage qui ne sera pas forcément la réalité dans un siècle. On ne connaît pas encore bien les vitesses de migration, les potentialités de migration. Ensuite, quand elles vont se retrouver ailleurs, elles vont rencontrer de nouvelles espèces et les confrontations entre espèces sont mal connues aussi. Troisièmement, elles vont rencontrer de nouveaux insectes, de nouvelles maladies, de nouveaux champignons. Et là encore, c'est des nouvelles combinaisons qu'on ne connaît pas. Une chose est sûre, la forêt du futur, c'est l'homme qui la façonne. Alors le choix des espèces à planter est cornélien. Chêne ou pas chêne, être ou pas être, telle est la question. En bref, la libération de Fouad Chouki, l'athlète français, a quitté la prison de Strasbourg aujourd'hui. Après 2 semaines de détention, il avait été mis en examen et écroué pour viol sur mineur. La jeune fille de 14 ans qui l'avait accusé s'était rétractée. Fouad Chouki risque toutefois d'être poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineur. Les Paralympiques, 2e médaille d'or pour la Française Assia El Hanouni. Nous dressions son portrait il n'y a pas longtemps dans ce journal. La coureure malvoyante a remporté aujourd'hui le 800 mètres. Du football et la 7e journée de Ligue 1, ça va mal à Marseille, 3e défaite en 4 matchs. Les Marseillais ont perdu 1-0 face à Rennes, but de Frey. C'est Lyon qui est en tête du classement après sa victoire hier face à Toulouse 2-0, but de Essian et de Malouda. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 21h, un épisode inédit de Louis Page. Le prêtre est confronté à la grossesse cachée d'une adolescente. 1h-5, dernier journal Jean-Claude Renaud. 1h30, des mots de minuit, Philippe Lefebvre. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le ministre des Transports, Gilles de Robien. 13h, comme tous les jours, Christophe Ondelat. On se quitte sur ces images de celui qu'on appelle l'homme araignée, Alain Robert. Il a escaladé aujourd'hui la tour Montparnasse, après la tour Eiffel ou encore l'Empire State Building aux États-Unis. N'essayez pas de faire la même chose. Alain Robert est d'ailleurs interpellé à chaque fois par la police. À demain. Votre soirée sur France 2. En digne homme d'église.